couvre-moi. Quand M. Diarra a ouvert, il a arraché les clés à M. Diarra, il a fermé la porte à clé et il a fermé la porte à clé et il a mis la clé dans sa poche. Il est venu avec un tapis de prière, il est venu pieds nus comme quand on rentre dans une mosquée et il est venu avec une tenue de rechange. M. Diarra, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé, mais a pris la décision avec ses 4 enfants et sa femme de s'enfermer dans une chambre et d'appeler la police. Donc la police est arrivée 3 minutes après, 3, 6, 9 policiers armés jusqu'aux dents. Quand Billy Traoré est rentré chez les Diarra, il s'est écrié « ça va être la mort, ça va être la mort », ont entendu les enfants Diarra. Sauf qu'il n'a pas agressé, il n'a pas touché les Diarra. Il ne les a pas touchés, il ne les a pas agressés. Ensuite, il a pris son tapis de prière et il s'est agenouillé et pendant 15 minutes, 20 minutes, il a récité une des pires sourates du Coran, où 90% de cette sourate qui s'appelle Fatiha est une sourate anti-sémite et contre les infidèles. Ensuite, la tenue de rechange, elle servait à quoi? Je pense qu'elle servait, une fois qu'il a tué ma soeur, à se changer. Je ne monte pas. Ensuite, le tapis de prière, c'était pour prier. Et j'affirme à ce jour que l'assassin est rentré dans la famille Diarra pour se diriger dans l'appartement de ma soeur. Ensuite, après 20 minutes de récitation de sourate du Coran, il va au balcon. Et du balcon, il lui a suffi d'enjamber pour aller chez ma soeur. Statistiquement, c'était impossible d'aller chez ma soeur, à part un parcours comme celui-là. C'était impossible. Dire que ma soeur a été massacrée par hasard, que ce sont les circonstances, est une insulte à notre intelligence. Il ne pouvait pas aller chez ma sœur en passant par les Diarra. C'était la seule possibilité. Qu'est-ce qu'il a fait à ma sœur? On en a pleuré, ma femme et moi. Qu'est-ce qu'il a fait à ma sœur? Il est rentré dans l'appartement. Et ensuite, il l'a massacré. À coups de poing, à coups de pied, à coups de téléphone pendant une demi-heure. Il lui a cassé tous les os du visage. Il lui a défoncé la boîte crânienne. Il lui a fait 22 fractures. Et ensuite, il l'a tiré. Il l'a amené au balcon. On a dit que les propos de l'assassin n'étaient pas signifiants, n'étaient pas normal. C'est exactement le contraire. Tout ce qu'a dit l'assassin était particulièrement signifiant. Apercevant la police, il a dit « une femme va se suicider ». Quand il a terminé, il a dit « c'est pas grave, je vais payer ». Il a crié de nombreuses fois Allahu Akbar. Il s'est écrié « c'est pour venger mon frère ». Il y a un frère qui est mort à 30 ans au Mali. J'ai interrogé le juge d'instruction pour demander comment il était mort. Elle n'a jamais répondu. Comme elle n'a jamais répondu à aucune demande de nos avocats. Jamais. Imaginez la scène la nuit du crime. 20 témoins aux fenêtres qui appellent la police. 9 policiers armés jusqu'aux dents. Certains derrière la porte qui entendaient les cris d'une femme hurler. Comment le magistrat instructeur a-t-il pu nous empêcher, empêcher de toutes ses forces une reconstitution qui est une demande banale pour tous les crimes? Comment
opposée à tout. Je vous dirai. Elle s'est opposée à la reconnaissance des actes de torture et de barbarie qui étaient évidents par rapport au rapport de Tati. Elle s'est opposée à la préméditation. L'assassin est rentré chez les Diarra pour commettre un crime religieux antisémite. Voilà, c'est un crime religieux antisémite. Voilà ce que c'est que l'assassinat de ma sœur. Ensuite, le scandale, et il y en a beaucoup, c'est que comment c'est possible que l'assassin n'était pas malade, n'avait rien, aucun antécédent psychiatrique avant l'assassinat, qu'il ait eu une abolition du discernement 1 heure, et que maintenant il est en pleine forme, il n'a pas de traitement depuis 1 à 2 ans, il n'a pas de soins depuis 1 à 2 ans, il est maintenu artificiellement dans un hôpital depuis 2 ans. Ensuite, il peut aller en prison. Ensuite, très important, les journaux ont parlé du problème des expertises médicales. C'est encore un scandale, La première expertise du premier expert auprès de la Cour d'appel de Paris, une sommité qui s'appelle le docteur Zagouri, n'a pas fait une expertise, il a fait 3 expertises. Les 3 expertises sur une période de 8 mois ont confirmé l'altération. Cet expert ne s'est jamais trompé depuis 2 ans et demi. Ce qu'il a écrit est ce qui est la réalité d'aujourd'hui. Donc c'était une expertise très favorable. Non, j'ai pris 2-3 photos. Pourquoi le magistrat instructeur, alors que l'assassin était apaisé, que tous les 2 mois il y avait un rapport d'expertise qui confirmait la bonne santé de l'assassin, pourquoi en février 2018 le magistrat instructeur se substitue à l'avocat de la défense pour demander une contre-expertise aux 3 expertises qu'il avait déjà faites? Pourquoi? Bien, la deuxième expertise. Tout le monde, certains journaux parlent, opposent la première expertise aux 2 autres expertises. Mais les 2 autres expertises, surtout celle représentée par M. Paul Bensoussan, ne vaut rien. Je vais vous dire pourquoi elle ne vaut rien. Parce que, arrivé à la chambre d'instruction, nos avocats ont eu plusieurs surprises. La première, c'est que l'assassin allait particulièrement bien et que les experts ont dit qu'il n'avait rien à faire dans un hôpital. Alors, s'il n'a rien à faire dans un hôpital, pourquoi est-il hospitalisé d'office? C'est un leurre. Ça veut dire qu'il va sortir. D'une telle dangerosité, un individu de telle dangerosité va se retrouver dehors et dans pas longtemps. Ce qui terrifie ma famille, ça terrifie ma famille. L'expertise de M. Paul Bensoussan, qui a permis de déresponsabiliser l'assassin, est une expertise catastrophique. Mais pourquoi elle est catastrophique? Parce que M. Bensoussan a écrit que lorsqu'il a tué ma sœur, c'était un événement inaugural à une maladie mentale grave de type schizophrénie. Un peu tard pour développer une schizophrénie. Il a également dit que cet assassin-là était incurable et il a dit que le taux de cannabis était modéré et qu'il n'avait rien à faire avec les bouffées délirantes. Monsieur Paul Bensoussan, à notre grande surprise, à la stupéfaction de nos avocats, arrive à la chambre d'instruction et là, devant nos avocats stupéfaits, et c'est scandaleux, il dit « Je me suis trompé sur tout ».
Non, l'assassin n'a pas de maladie mentale. Non, il n'est pas incurable. Non, le taux de cannabis n'était pas faible, il était fort. Comment moi, le commun des mortels, je peux comprendre une incohérence pareille. Mais par contre, il maintient ses conclusions d'abolition. C'est comme un devoir de mathématiques où l'ensemble des raisonnements est archi faux et pourtant il dit arriver au résultat. Et pourtant, dans l'arrêt des magistrats de la cour d'appel, ils n'ont même pas mentionné cet événement énorme. Qu'on ne nous dise pas ensuite que c'est majorité d'experts qui auraient provoqué la déresponsabilité pénale. Quelle est la crédibilité d'une expertise où l'expert, les 3 experts, disent qu'ils se sont trompés sur tout? Qu'est-ce que ça vaut? Ça ne vaut rien. C'est Macron qui a fait pression. Il faut accepter, c'est lui qui a fait pression. Merde à la fin, il y en a pas. La police, d'accord, ça d'accord. Mais alors, c'est quoi le résultat? C'est Macron. Dans cette expertise, il n'y a eu que des incohérences, que des dysfonctionnements. Je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Mais comment est-ce possible que pendant 2 ans, le procureur de la République se conforme à la thèse des avocats des parties civiles et se conforme à la thèse du docteur Zedori, qu'il demande à envoyer l'assassin en cour d'assises? Pendant 2 ans, elle dit la même chose. Et finalement, quand le procureur général reprend le dossier, il fait un demi-tour à 180 degrés. Incompréhensible, incroyable. Ensuite, écrivez un article. 2 minutes. Écrivez un article. Continue. Il y a encore beaucoup de monde à pouvoir parler. Je pense que vous avez déjà beaucoup d'informations. Je vous donne encore 5-6 informations. Comment est-ce possible que l'assassin qui a tué ma soeur le 3 avril n'a été interrogé que le 7 juillet? Comment c'est possible qu'il a eu la visite de son avocat pendant 3 mois et la visite de sa famille? Aurait-il dit la même chose? Aurait-il parlé de démons s'il avait été interrogé le jour même? Comment c'est possible qu'on n'ait pas investigué sur le téléphone de l'assassin? On n'a pas écouté, la police n'a pas regardé le téléphone de l'assassin. Comment c'est possible? Quelqu'un qui crie à la Akbar, comment c'est possible? Que les négociations avec la police pendant l'assassinat n'ont pas été transmises aux sources d'instruction, qui ne les a pas commandées. Comment c'est possible que la discussion entre la mère et Coralie Traoré n'ont pas été mentionnées? Et maintenant je termine. Quand la mère de l'assassin, au moment de l'assassinat, a été interrogée par la police, elle a dit mon fils était normal hier. Et finalement, elle a dit après qu'il n'était pas normal. Je vous donne un autre exemple, et le dernier exemple. La sœur de l'assassin et la mère de l'assassin ont déclaré à la police que leur frère et fils n'avaient rien à voir avec l'islam. Et nous apprenons à la chambre d'instruction qu'il allait 5 fois par jour à la mosquée salafiste Omar. Il nous manque surtout, et tous les témoignages, et les expertises médicales reposent sur les témoignages de la famille qui protège l'assassin. Merci. Justice,
témoignage en défense. Merci beaucoup à William. Aujourd'hui, nous avons d'autres personnalités.